Alors, le TD3 de thermodynamique, exercice numéro 10, le dernier, avec 3 diamants. C'est un exercice dans lequel on considère un cylindre. Là, je vous ai fait le dessin ici. Donc, un cylindre indéformable, donc rigide, qui est divisé en deux compartiments A et B. Voilà. Donc, l'état initial ici, compartiment A, compartiment B, une cloison, une paroi mobile, ou un piston entre les deux. Ce piston se déplace sans frottement. Chaque compartiment contient un gaz parfait, initialement à l'état caractérisé par les variables d'état volume, pression, température, V0, P0, T0. Donc les, les compartiments A et B sont identiques. À l'état initial, on connaît les valeurs de ces trois variables d'état, le volume 20 litres, la température 27 degrés Celsius et la pression 1 atmosphère. Dans le compartiment A, ici, on a mis une résistance chauffante, donc qui est reliée à un générateur de tension, et à T égale 0, on fait passer du courant électrique dans cette résistance chauffante pour donc fournir de l'énergie électrique au système A, et on fait ça jusqu'à ce que la température du système B devienne égale à 140 degrés Celsius, et jusqu'à ce que sa température, et sa pression, pardon, soit égale à 3 atmosphères. Donc la température augmente, la pression augmente, elle est triplée. Toutes les parois, y compris le piston, sont adiabatiques. On suppose que l'évolution de B est réversible. Et donc, c'est de l'air, en fait. J'ai dit gaz parfait dès le début, c'est de l'air, mais le sujet précise qu'on peut considérer l'air comme un gaz parfait. Voilà. Dont on donne la masse molaire, 29 grammes par mol. Alors, la première question, c'est quelle est la masse d'air dans chaque compartiment? Donc ça, c'est une question qui ne pose pas de difficulté. Donc la masse d'air dans chaque compartiment, c'est la quantité de matière dans chaque compartiment fois la masse molaire. La quantité de matière, on l'obtient avec l'équation d'état des gaz parfaits, PV égale nRT. Donc, il nous reste petit n, c'est P0, V0 sur RT0, fois grand M, la masse molaire. On fait l'application numérique. Pression en pascal, toujours, on n'oublie pas le 10 puissance 5. Le volume en mètre cube, on n'oublie pas le 10 puissance moins 3. La masse molaire en kilogrammes par mol, donc il y a un 10-3 qui se promène ici. Et les températures en Kelvin, donc il y a 273,15. Voilà. On fait les calculs, on trouve 23 grammes. Donc 23 grammes d'air dans chacun des deux compartiments. On vous demande à la deuxième question si l'évolution du gaz dans la partie A est une évolution réversible. Alors non, ce n'est pas une évolution réversible, parce que si on considère ce qui se passe dans la partie A, on a une résistance chauffante qui apporte de l'énergie thermique à partir d'énergie électrique pour certainement augmenter la température du gaz, en tout cas l'énergie électrique qui est apportée. Si la transformation est réversible, à ce moment-là, elle est renversable. Donc on pourrait imaginer la situation filmée à l'envers, et elle devrait avoir un sens physique. Donc la situation filmée à l'envers, ce serait un gaz qui donne de l'énergie thermique à une résistance chauffante qui elle-même, à partir de là, génère de l'électricité. Ce n'est pas envisageable, c'est pas possible. Donc le film à l'envers de cette transformation est absurde. La transformation n'est pas renversable, elle n'est pas réversible. Bon, remarque, dans le compartiment B, par contre, c'est pas la même chose. Dans le compartiment B, on a le piston qui va se déplacer, qui va fournir du travail au système B, qui va manifestement s'échauffer jusqu'à 140 degrés Celsius. Si on filme et on passe le film à l'envers, on va voir un gaz qui va se refroidir en poussant une paroi. Donc c'est lui qui fournit du travail. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc l'évolution dans le compartiment B peut bien être considérée comme réversible, dans la mesure où il n'y a pas de perte par frottement. Bon, le sujet, de toute façon, dit qu'on suppose l'évolution réversible pour le système B, mais donc pas pour le système A. Dans la troisième question, on vous demande de considérer donc la transformation réversible subie par B pour en déduire la valeur de gamma pour le gaz, à savoir l'air. Alors, dans le système B, on a une transformation réversible d'un gaz parfait. L'évolution de B est adiabatique, puisque toutes les parois sont calorifugées.
Donc, on a tous les mots, les mots-clés, gaz parfait, adiabatique, réversible, hop, réflexe, Laplace. Donc, on applique une relation de Laplace, une des lois de Laplace, pour obtenir de l'information. Donc, la relation, celle qu'on connaît mieux, la plus simple des trois, c'est PV puissance gamma égale constante. Donc, on peut écrire cette constante initialement. Initialement, c'est P0, V0 puissance gamma. Et à la fin, c'est PB, VB puissance gamma. Donc ces deux quantités sont égales. On en déduit gamma. Bon, donc, il suffit de passer par le logarithme népérien pour sortir gamma de cette relation, puisqu'il est en puissance, avec le log, on le fait tomber dans la puissance. Et on trouve gamma égale ln de PB sur P0 sur ln de V0 sur VB. On ne peut pas faire l'application numérique parce qu'on ne connaît pas VB. Ici, j'ai marqué en vert toutes les quantités qui sont connues, qui sont données dans l'énoncé. VB n'est pas donné. Par contre, on connaît PB et TB. On a calculé la quantité matière dans la première question, donc pas de problème. Équation d'état des gaz parfaits. On va pouvoir déterminer VB. Donc VB est égal à nRTB sur PB. À ce niveau, je connais tout. J'ai exprimé n à partir de la première question pour faire une relation littérale. Bon. On trouve VB, j'ai exprimé ici V0 sur VB, j'ai une relation littérale, je peux faire l'application numérique gamma égale 1,41. Question numéro 4. Calculer le volume final VA et la température finale T1. Alors, pour le gaz A, ici, on n'a pas d'information, puisqu'on sait que l'évolution se fait jusqu'à ce qu'on ait une certaine pression dans B, une certaine température dans B, mais on n'a pas d'information sur A. Alors, le sujet vous dit d'utiliser le fait que le piston est à l'équilibre mécanique, à l'état final. Ça, c'est une information simple. Utiliser la conservation du volume total et la loi des gaz parfaits. Eh bien, allons-y. Question 4. Le piston est à Terman, la transformation est adiabatique. Donc, il n'y a pas d'équilibre thermique à l'état final. Okay, la température finale TA n'est pas égale à la température TB parce qu'il n'y a pas de transfert de chaleur à travers cette paroi ici. Par contre, le piston se déplace librement, on a un équilibre mécanique, c'est dit dans l'énoncé. Donc équilibre mécanique, ça implique dans cette situation que PA est égal à PB. On connaît PB, donc on connaît PA. 3 10 puissance 5 pascal. Ensuite, on vous dit d'utiliser la conservation du volume. Donc initialement, le volume de l'enceinte, c'est V0 plus V0. À la fin, c'est VA plus VB, mais l'enceinte est globalement indéformable. Donc 2V0 est égal à VA plus VB. On en déduit VA, puisqu'on connaît tout le reste. Donc VA égale 30,8 litres. On connaît PA, on connaît VA, c'est un gaz parfait, on connaît la quantité de matière, donc équation d'état des gaz parfaits, on trouve la température finale. Voilà. Il suffit d'écrire les calculs, il n'y a pas de difficulté. On ne peut pas appliquer la loi de Laplace pour la transformation du système A, car la transformation n'est pas réversible, du fait de l'apport d'énergie thermique à partir d'énergie électrique. Cet apport-là n'est pas réversible, donc on ne peut pas appliquer la loi de Laplace. Dans la question 5, on vous demande d'exprimer les variations d'énergie interne du système A et du système B. Alors, A et B sont des gaz parfaits, bien, donc on connaît leurs variations de température, on les a calculées ou alors elles sont données, on connaît les quantités de matière, on a déterminé gamma, le coefficient adiabatique, gamma égale Cp sur Cv, pas de difficulté, on connaît l'expression de la variation d'énergie interne d'un gaz parfait, on sait que delta U c'est Cv delta T, avec Cv égale Nr sur gamma moins 1. Donc delta UA, Nr sur gamma moins 1, TA moins T0, delta UB, Nr sur gamma moins 1, TB moins T0. Et on fait les applications numériques en faisant attention aux unités. Quelle est l'énergie électrique reçue par la résistance? Alors cette fois, on applique le premier principe de la thermodynamique au système A plus B. Donc l'ensemble, ici, indéformable. Donc entre l'état initial et l'état final, la variation d'énergie interne du système A plus B est égale au travail qui échange l'ensemble avec l'extérieur, plus le transfert thermique
qui échange l'ensemble avec l'extérieur. Alors, l'ensemble est calorifugé. D'accord? Donc, pas de transfert thermique avec l'extérieur. L'ensemble est rigide, donc pas de travail des forces de pression. Par contre, il y a un échange de travail électrique. Il y a de l'énergie électrique qui est échangée ici. Donc la variation d'énergie interne de l'ensemble A plus B va simplement s'écrire delta U est égal au travail électrique. Par ailleurs, on sait que l'énergie interne est une grandeur extensive, donc l'énergie interne du système A plus du système B, c'est l'énergie interne du système A plus l'énergie interne du système B. Donc delta U est égal à delta UA plus delta UB est égal par ailleurs au travail électrique. Donc le travail électrique, c'est delta U qu'on a calculé, enfin qu'on n'a pas calculé, mais qu'on obtient en faisant la somme des deux grandeurs calculées à la question 5. Enfin, dernière question. En appliquant le premier principe uniquement au compartiment B, quel est le travail échangé entre A et B? Bon. Le compartiment B, il est calorifugé, la transformation est adiabatique, donc pas de transfert thermique, pas de travail électrique non plus, parce que le compartiment B n'est pas concerné par la résistance chauffante. Le seul échange énergétique du compartiment B, c'est le travail des forces pressantes, le déplacement de la paroi mobile. Donc si on écrit le premier principe, delta UB est égal à W uniquement, puisque c'est adiabatique, donc W est égal à 1,8 kJ, puisqu'on avait calculé delta UB à la question 5.